Bonjour tout le monde. Donc durant ce cours, on va traiter les angiocolites aigus. Pour cela, nous allons adopter un plan simple, pragmatique. Nous allons donc commencer par une introduction pour définir ce que c'est qu'une angiocolite. Nous allons par la suite voir de brefs rappels anatomiques, physiopathologiques et anatomopathologiques. Nous allons voir aussi comment on fait le diagnostic positif, puis les différentes formes cliniques des angiocolites, avant de voir les diagnostics différentiels. Et finalement, nous allons voir l'évolution sans ou avec traitement, et nous allons bien sûr parler des différents traitements disponibles et efficaces pour traiter une angiocolite avant de conclure. Donc, vous le savez certainement, l'angiocolite aiguë est une inflammation associée à une infection aiguë des voies biliaires. Les angiocolites aiguës constituent une urgence médico-chirurgicale dont l'origine lithiasique constitue 70 à 80% des cas. La prise en charge actuelle est multidisciplinaire, faisant intervenir chirurgiens, gastro-entérologues, réanimateurs et urgentistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de pouvoir diagnostiquer et traiter l'angiocolite? Évidemment, il faut bien connaître l'anatomie de l'arbre biliaire, puisque les voies biliaires se divisent en deux parties, les voies biliaires intrahépatiques et les voies biliaires extrahépatiques. Les voies biliaires intrahépatiques vont confluer en suivant la segmentation portale pour donner ce qu'on appelle les canalicules tertiaires, puis les canaux secondaires, puis les canaux biliaires droit, canal biliaire gauche, qui vont tous les deux converger au niveau de la convergence biliaire, formant ainsi le canal hépatique commun. Ce canal hépatique commun est rejoint par le canal cystique, qui vient directement de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle la voie biliaire accessoire, et c'est l'union du canal cystique et du canal hépatique commun va former le canal cholédoque, qui va partir s'aboucher au niveau du sphincter d'Oddi, au niveau du duodénum. Il faut savoir que le canal cholédoque est rejoint par le canal de Wirsung au niveau du sphincter d'Oddi. Sur le plan physiopathologique, il s'agit le plus souvent d'un obstacle. Donc un obstacle à l'écoulement de la bile. Qui dit obstacle à l'écoulement dit une augmentation de la pression intraluminale. Cette augmentation de pression explique la douleur qui survient dans le cadre des angiocolites aiguës. À côté de cette augmentation de pression intraluminale, qui dit obstacle dit stagnation. Et qui dit stagnation dit pullulation bactérienne, donc possibilité de sepsis, voire de septicémie, et donc de fièvre. Et puis aussi, qui dit obstacle dit défaut d'élimination de la bile, et donc survenue d'un ictère. Sur le plan physiopathologique, la diffusion des germes vient généralement de l'intestin. C'est-à-dire que les germes qu'on va retrouver si on fait un prélèvement de la bile dans le cadre d'une angiocolite. Donc la diffusion de ces germes-là se fait par trois voies. Soit par voie canalaire ascendante, c'est le cas généralement des angiocolites d'origine iatrogène, post-sphinctérotomie, soit par contiguïté, et dans ce cas-là, la diffusion de germes se fera vers la vésicule biliaire entraînant une cholécystite, ou une diffusion par voie lymphatique. Je vous rappelle que ces germes-là sont généralement d'origine intestinale. Et puis la diffusion d'infections peut se faire soit de manière locale, soit de manière générale. Localement, il donnera ce qu'on appelle des abcès de paroi, abcès du foie, quand ça touche les voies biliaires intrahépatiques, ou une diffusion systémique générale responsable du tableau de septicémie. Sur le plan anatomopathologique, on retrouvera des signes, que ce soit en macroscopie ou microscopie, d'inflammation avec infection, c'est-à-dire une muqueuse congestive, édémateuse, un épaississement de la paroi, des micro-abcès, des fausses membranes, et finalement, si une nécrose s'installe, ça peut conduire à une perforation. Sur le plan microscopique, c'est une cholangite aponucléaire neutrophile. Maintenant, comment on fait le diagnostic d'une angiocolite aiguë? On va prendre comme type de description une angiocolite aiguë lithiasique non compliquée. Et comme on le sait toujours, tout diagnostic commence par la clinique, c'est-à-dire par l'examen clinique,
à savoir une bonne anamnèse. Cette anamnèse doit d'abord préciser le terrain sur lequel survient cette angiocolite, c'est-à-dire l'âge, le sexe du patient et les différentes comorbidités associées. On cherchera également des antécédents particuliers, notamment il faudra rechercher les facteurs de risque de lithiase, puisque c'est ce qu'on a pris comme type de description, des antécédents de pathologie biliaire ou de chirurgie biliaire. Sur le plan symptômes, eh bien, il faudra chercher ce qu'on appelle la triade de Villard qui est présente dans 50-70% des cas. Cette triade de Villard est faite d'abord de douleurs, c'est une douleur de type biliaire, siégeant généralement au niveau de l'hypocondre droit ou de l'épicastre, à début brutal, irradiant soit vers l'épaule droite, soit en hémiceinture, et généralement accompagné de vomissements. À côté de la douleur, il faut chercher l'existence d'un syndrome fébrile, voire de frisson, et l'existence d'un ictère, d'allure cholestatique, avec des urines foncées et des selles décolorées. Cette triade s'installe généralement entre 48 à 72 heures dans cet ordre-là, c'est-à-dire douleur, fièvre et ictère. L'examen clinique, quant à lui, devra confirmer l'existence d'un syndrome fébrile, donc il faudra rechercher une fièvre, l'existence d'un ictère, et cherchera à confirmer l'existence d'antécédents en faveur de lithiase biliaire, de pathologie biliaire, de chirurgie biliaire. Donc quand on examinera l'abdomen, il faudra chercher une cicatrice de chirurgie, chercher un signe de Murphy positif qui témoigne d'une cholécystite associée, chercher l'existence d'une hépatomégalie, d'une grosse vésicule palpable. Cet examen clinique n'est pas toujours aussi riche et il peut être pauvre, ne présentant qu'un syndrome fébrile avec un ictère. Ne pas oublier bien sûr de finir l'examen clinique par les touchés pelviens et l'examen des autres appareils, donc appareil par appareil, neurologique, cardiaque, pulmonaire et j'en passe. Sur le plan biologique, il faudra chercher un syndrome inflammatoire, notamment une hyperleucocytose apophysaire neutrophile, une élévation de la CRP ou de la vitesse de sédimentation. Il faudra chercher une cholestase biologique, donc une augmentation de phosphatase alcaline, de la gamma-GT, une augmentation de la bilirubine totale et de la bilirubine conjuguée. Une cytolyse peut être associée à ce tableau de cholestase. Il faudra chercher aussi des troubles de la crasse sanguine, notamment une baisse du TP ou du taux de plaquettes. Il faudra chercher, dans le cadre du bilan de retentissement, donc une élévation de l'urémie ou de la créatinémie, voire des troubles hydroélectrolytiques. Les hémocultures peuvent être très utiles et sont positives dans 50% des cas et permettent généralement d'identifier le germe et d'adapter le traitement antibiotique en fonction de l'antibiogramme. Et finalement, ne pas les oublier de demander toujours une lipasémie devant un tableau d'angiocolite, surtout quand elle est d'origine lithiasique, puisque une lithiase peut être enclavée au niveau du sphincter d'Oddi et être responsable aussi bien d'une angiocolite que d'une pancréatite. Sur le plan radiologique, le premier examen à demander devant une angiocolite aiguë est une échographie abdominale. C'est un examen inoffensif qui peut apporter beaucoup d'éléments dans des mains entraînées. Et donc il permettra de confirmer soit de manière directe, en montrant des signes indirects d'obstacles sur les voies biliaires. Et donc il pourra montrer une dilatation de la voie biliaire principale, au-delà de 8 mm, ou de visualiser les voies biliaires intrahépatiques qui sont généralement pas visibles quand on fait une échographie hépatique. Donc des voies biliaires intrahépatiques qui sont visibles à l'échographie, c'est les voies biliaires intrahépatiques qui sont dilatées, donc qui témoignent de l'existence d'un obstacle à l'écoulement biliaire. Dans 30 à 40% des cas, cette échographie permet de visualiser l'obstacle, c'est-à-dire un calcul de notre situation. Quand elle ne visualise pas l'obstacle, elle peut donner des signes indirects, donc voire chercher des complications de cette angiocolite, en montrant notamment une lithiase vésiculaire, en montrant l'existence d'une cholécystite par l'épaississement de la porte de la vésicule biliaire, ou encore en montrant l'existence d'abcès du foie témoignant d'un tableau d'angiocolite compliqué. Au-delà de l'échographie, on peut utiliser donc un scanner abdominal avec et sans injection de produits de contraste. Il faudra bien sûr s'assurer de l'absence d'insuffisance rénale avant d'injecter le patient et ne pas oublier de demander des antécédents donc d'allergie à l'iode. Ce scanner abdominal est plus sensible et plus spécifique. Il permettra de confirmer la dilatation des voies biliaires, il permettra de préciser le niveau de l'obstacle et il pourra certainement donner une orientation étiologique, voire montrer l'étiologie responsable donc, de l'angiocolite aiguë.
Il permet aussi de voir l'extension et la gravité de cette oncocolite, c'est-à-dire montrer s'il y a des complications locales ou générales. Ceci dit, le scanner est moins performant dans le diagnostic de la lithiase, surtout lorsqu'on est confronté à ce qu'on appelle les lithiases radiotransparentes. Au-delà du scanner, on peut avoir recours à une cholangio-IRM, ce qu'on appelle une bile-IRM. Elle a une meilleure sensibilité et spécificité que le scanner. Elle présente d'autres avantages, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas d'injection. Même quand il y a injection, il n'y a pas de problème avec le fonctionnement rénal, donc il n'y a pas nécessité de chercher une insuffisance rénale. Elle peut être aussi utilisée chez les femmes enceintes sans pour autant craindre rayonnement ionisant. Ceci dit, elle est moins disponible en situation d'urgence. Au-delà de la bile-IRM, on peut avoir recours à l'échoendoscopie, qui constitue actuellement un examen de référence pour le diagnostic des lithiases biliaires, que ce soit au niveau vésiculaire ou au niveau de la voie biliaire principale. Principal inconvénient, c'est qu'elle nécessite des opérateurs entraînés et qu'elle est réalisée sous anesthésie générale. À côté de l'échoendoscopie, il y a ce qu'on appelle la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. C'est un examen invasif qui nécessite une anesthésie générale. Généralement, elle n'est utilisée que lorsqu'on envisage un geste thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette cholangiopancréatographie endoscopique pour opacifier les voies biliaires, établir le diagnostic du calcul et le traiter en même temps, soit par une sphinctérotomie seule, soit une sphinctérotomie en utilisant d'autres manœuvres, notamment mise en place de sonde à panier, la sonde Dormia, pour extraire les calculs, ou encore un ballonnet qui permettra donc d'évacuer d'éventuelles lithiases biliaires. Qui dit méthode invasive dit risque de complications, et donc la CPRE présente quand même un risque de complications, notamment de pancréatite, d'hémorragie ou de perforation duodénale. Donc après avoir vu comment faire le diagnostic positif côté clinique, biologie et imagerie, on remarque le polymorphisme du tableau, que ce soit clinique, biologique ou radiologique. D'où la nécessité d'avoir des critères diagnostiques. Et c'est ce qui a été fait aux conférences de consensus réalisées à Tokyo en 2013 puis révisées en 2018. Il s'agit des critères diagnostiques positifs des angiocoïdes. Ces critères diagnostiques ont été répartis en 3 éléments: l'existence d'une inflammation systémique, l'existence d'une cholestase et l'existence d'une imagerie évocatrice. Donc en détaillant chacun de ces éléments, pour l'inflammation systémique, sur le plan clinique, il faut avoir une fièvre supérieure à 38 degrés Celsius et ou des frissons. Ou alors, sur le plan biologique, il faut avoir soit une leucopénie inférieure à 4000 éléments par mètre cube, ou une hyperleucocytose supérieure à 10 000 éléments par mètre cube, ou une CRP élevée. Pour la cholestase, elle peut être soit clinique, donc il faut avoir un ictère cholestatique, ou biologique, c'est-à-dire un bilan hépatique perturbé, avec des azates, des alates, phosphate ou gamma-GT, supérieur à 1,5 fois à la normale. Côté imagerie, on aura soit une imagerie qui permet donc de visualiser l'obstacle, qui fait le diagnostic de l'obstacle, ou alors une dilatation des voies biliaires. Ces différents critères vont être intégrés dans un score, et en fonction du score obtenu, on pourra dire si oui ou non on est devant un tableau d'angiocolite aiguë. À côté de ces critères diagnostiques, il y a les critères de gravité. Donc, on distingue 3 stades de gravité: grade 1, angiocolite aiguë légère; grade 2, angiocolite aiguë modérée; grade 3, angiocolite aiguë sévère. Alors, le grade 1, c'est-à-dire une angiocolite aiguë légère, se définit par l'absence d'éléments qu'on peut retrouver soit dans le grade 2 ou le grade 3. Pour le grade 2, les éléments qui permettent de classer une angiocolite aiguë en grade 2, c'est l'existence d'une hyperleucocytose supérieure à 12 000 éléments par mètre cube, ou une leucopénie inférieure à 4 000, une température supérieure ou égale à 39 degrés Celsius, un âge supérieur ou égal à 75 ans, un taux de bilirubine total supérieur ou égal à 5 mg par décilitre, ou une hypoalbuminémie.
pour l'angiocolite grade 3, c'est-à-dire sévère, il faut avoir au moins une défaillance d'organes, c'est-à-dire soit trouble de conscience, soit trouble respiratoire, soit trouble rénal avec oligurie ou une créatinine supérieure à 20 mg par décilitre, trouble de la fonction hépatique, notamment une INR supérieur à 1,5 fois la normale, trouble hématologique, un taux de plaquettes inférieur à 100 000 par mm3, ou des troubles cardiovasculaires avec une hypotension nécessitant l'usage de dopamine ou de noradrénaline. À quoi servent ces critères diagnostiques, critères de gravité? En fait, à faire la part des choses quand on est devant des formes cliniques peu typiques. En parlant de formes cliniques, on va distinguer les formes en fonction de la symptomatologie. Comme vous le voyez, on peut avoir des formes purement douloureuses, sans fièvre ni ictère, ou encore des formes purement ictériques, ou encore des formes purement fébriles. On peut avoir aussi des formes selon le terrain. L'angiocolite aiguë est différente quand elle survient chez l'enfant, ou chez la femme enceinte, ou chez un sujet immunodéprimé. Il y a les formes topographiques. Par exemple, quand on a un calcul enclavé au niveau de l'ampoule de Vater, en plus de l'angiocolite, on peut avoir un tableau de pancréatite. Il y a ce qu'on appelle l'empirement cholédocien, parce qu'on a un grand nombre de calculs qui vont constituer un obstacle à l'écoulement de la bile. Ou encore, on peut avoir une angiocolite avec des lithiases intrahépatiques sans, dans ce cas-là, qu'il y ait dilatation de la voie biliaire principale. Et on aura uniquement présence de lithiases intrahépatiques avec plus ou moins dilatation de la voie biliaire intrahépatique. Il y a aussi les formes compliquées. Donc, une angiocolite peut s'associer à une cholécystite, à une pancréatite, à une angiocolite grave, voire une cirrhose biliaire secondaire. Et finalement, il y a les formes étiologiques, donc soit d'origine parasitaire, le kystidatique en est l'exemple le plus simple, les formes néoplasiques, cancer de la vésicule biliaire, tumeur de la tête du pancréas, des adénopathies malignes du pédicule hépatique comprimant la voie biliaire principale. Il y a les formes iatrogènes qui surviennent après un geste thérapeutique, notamment après une cholangiopancréatographie endoscopique par plaie biliaire, après cholestectomie, donc c'est le même principe, une plaie ou une sténose biliaire, ou encore sténose d'anastomose quand on a réalisé au cours d'un acte chirurgical une dérivation bilodigestive. Il y a les formes non obstructives, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle à l'écoulement biliaire, c'est l'apparition surtout des formes congénitales, c'est-à-dire qu'on va avoir des dilatations congénitales des voies biliaires. L'anomalie concerne surtout la paroi biliaire, donc elle est soit siège de fibrose hépatique, soit qu'elles sont dilatées, donc avec une dilatation polykystique, ou ce qu'on appelle le kyste congénital du cholédoque. D'autres pathologies peuvent expliquer la survenue de tableaux d'angiocolite, notamment les conjonctites sclérosantes, pancréatite auto-immune, nulle, hémobilie. Donc on a vu les diagnostics positifs, les diagnostics étiologiques, qu'en est-il des différentiels? Eh bien, plusieurs pathologies peuvent former un tableau de diagnostic différentiel avec des angiocolite aiguës, notamment les cholécystites aiguës, dans leur forme purement douloureuse et fébrile, l'abcès du foie, pancréatite aiguë, les hépatites aiguës virales, l'accès palustre, la leptospirose ou encore les septicémies sévères quand elles s'associent à une insuffisance hépatocellulaire avec un tableau d'ictère. Une angiocolite aiguë évolue généralement favorablement sous traitement. Ceci dit, elle peut, quand elle est traitée tardivement, présenter des complications, soit précoces, soit tardives, avec une évolution régionale plus ou moins sévère. Donc on peut avoir des tableaux de septicémie avec insuffisance rénale, troubles neuropsychiques, un syndrome hémorragique. Sur le plan régional, on peut avoir des abcès hépatiques, on peut avoir des fistules biliaires internes, voire des péritonites par perforation de parois biliaires. Tardivement, quand l'angiocolite est traitée ou mal traitée, on peut avoir des tableaux de conjonctite sclérosante, voire des tableaux de cirrhose biliaire secondaire quand on a un obstacle chronique qui n'a été traité que médicalement sans pour autant lever l'obstacle. Alors, comment on va traiter ces angiocolites aiguës? Eh bien, il faut savoir déjà que le but du traitement dans les angiocolites aiguës est d'abord de traiter le symptôme et l'infection, c'est-à-dire la douleur et la fièvre. Viendra ensuite la levée d'obstacles, donc pour rétablir une continuité biliaire normale, et traiter l'étiologie, puisqu'on peut lever l'obstacle sans traiter l'étiologie dans certaines situations. Quels sont les moyens dont on dispose? Eh bien, je vous l'ai dit, la prise en charge est multidisciplinaire, donc il y aura un traitement médical, instrumental et chirurgical. Le traitement médical consiste d'abord à mettre en place une antibiothérapie. Cette antibiothérapie doit être probabiliste
et il sera corrigé après avoir obtenu des résultats de l'hémoculture. On peut associer une amoxicilline protégée avec un aminoside ou une céphalosporine 3e génération avec une métronidazole par voie parentérale pendant 48 heures, puis par voie orale si amélioration. La voie parentérale peut être prolongée 5 à 7 jours, voire au-delà, dans les formes graves. Et puis, il ne faut pas oublier les mesures de réanimation quand c'est nécessaire, une correction des troubles hydroélectrolytiques, un remplissage avec recours aux drogues vasoactives quand il y a des défaillances cardiaques, une oxygénothérapie avec ventilation mécanique en cas de troubles respiratoires sévères, la mise en place d'une sonde nasogastrique avec antiémétique dans les formes aussi associées des vomissements incoercibles, la mise en place d'anticoagulation prophylactique avec antalgique pour la douleur, l'injection de vitamine K pour rétablir la fonction hématologique, l'usage des inhibiteurs d'apoproton puisque c'est une situation pourvoyeuse de stress avec un risque d'ulcère de stress, et une opération extra-rénale si nécessaire, si on est devant un tableau d'insuffisance rénale aiguë. À côté du traitement médical, je vous ai dit, il y a le traitement instrumental. Ce traitement instrumental consiste à donc avoir recours à la cholangiopancréatographie endoscopique avec une sphinctérotomie endoscopique pour permettre d'extraire par sonde à panier ou ballonné les calculs enclavés dans la voie biliaire principale. À côté de la CPRE, il y a ce qu'on appelle le drainage biliaire externe, soit au niveau du foie droit ou au niveau du foie gauche, et qui consiste à faire une ponction percutanée ou un drainage percutané de la bile quand la CPRE n'est pas disponible ou n'est pas réalisable. Et finalement, il y a ce qu'on appelle les endoprothèses, qui sont mises en place soit par CPRE, soit par voie percutanée, pour faire le bypass d'un obstacle quand on ne peut pas traiter l'obstacle et traiter l'étiologie, que ce soit une lithiase, une tumeur, une sténose inflammatoire, une sténose maligne ou autre. Donc ça, c'était pour le traitement instrumental. Le traitement chirurgical, quant à lui, reste généralement faisable, sauf pour les malades jugés initialement inopérables. Il a deux principes: lever l'obstacle et traiter l'étiologie. On peut utiliser différentes voies d'abord, une laparotomie ou une laparoscopie. Dans le cadre de la lithiase biliaire, il faut toujours commencer par une cholecystectomie, c'est-à-dire en traitant l'étiologie. Traiter l'obstacle par la suite, et qui consiste à extraire le calcul, peut se faire par deux voies. Soit par une voie transcystique, c'est-à-dire qu'à travers le canal cystique, quand il est suffisamment large, on va introduire une sonde à panier ou un ballonnet ou un instrument dédié à cela pour extraire le calcul à travers le canal cystique. Quand le canal cystique n'est pas suffisamment large ou qu'il est sténosé par des phénomènes inflammatoires, on peut avoir recours à ce qu'on appelle la cholédochotomie. Cholédochotomie, c'est-à-dire l'ouverture de la voie biliaire principale, et extraire les calculs de la même manière. Une fois qu'on a extrait le calcul, il faut vérifier la vacuité des voies biliaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé de calcul derrière. Cette vérification de la vacuité peut se faire de deux manières. Soit par ce qu'on appelle une cholangiographie péropératoire, et qui consiste à injecter un produit radio-opaque dans les voies biliaires et à prendre des clichés en péropératoire pour vérifier si oui ou non le produit passe de manière satisfaisante jusqu'au duodénum s'il n'y a pas d'obstacle à l'écoulement du produit. Ou par cholédocoscopie. C'est quoi la cholédocoscopie? C'est comme une endoscopie, c'est un petit endoscope qu'on va introduire soit par le canal cystique, soit par la cholédochotomie qu'on a réalisée pour visualiser la liberté des voies biliaires. Donc ce cholédoscope va vérifier qu'on n'a pas laissé de calcul en intrahépatique dans la voie biliaire principale et jusqu'au sphincter d'Oddi, donc en passant vers le duodénum. Une fois on a vérifié la vacuité biliaire, on va procéder à un drainage biliaire, soit par un drain de Kerr, un K et non pas un L, un drain de Kerr. C'est un drain sous forme d'un T qu'on va introduire au niveau de la cholédochotomie réalisée, qu'on va fixer, et par lequel on va pouvoir opacifier 3 semaines après l'acte chirurgical les voies biliaires pour vérifier la vacuité de ces voies biliaires. Une fois qu'on aura ces clichés de vérification au bout de 3-4 semaines, on pourra enlever ce drain de Kerr qui va permettre par la même occasion de diriger la cicatrisation des voies biliaires. Si on n'a pas réalisé de cholédochotomie, qu'on a réalisé
donc une évacuation transcystique, on pourra mettre en place, à la place d'un drain de Kerr, un drain transcystique qui, lui aussi, après vérification par des clichés en injectant un produit radio-opaque voie biliaire, pourra être enlevé facilement. Sinon, si on n'est pas sûr de la vacuité des voies biliaires au cours de l'acte opératoire, on pourra réaliser ce qu'on appelle une dérivation bilogistive, soit une dérivation cholédoco-duodénale, donc une anastomose entre le cholédoque et le duodénum, ou encore une anastomose hépatico-jejunale, c'est-à-dire une anastomose entre le canal cholédoque ou le canal hépatique commun et l'intestin grêle. Pour les indications, il faut savoir que l'antibiothérapie est indiquée chez tous les patients présentant une angiocolite aiguë. Les mesures de réanimation généralement sont réservées aux patients qui sont classés grade 2 ou 3. Là, je vais vous détailler un petit peu avec vous les indications qui concernent notre type de description, c'est-à-dire quand on a une angiocolite aiguë lithiasique non compliquée. Pour les grades 1 et grade 2, deux options s'offrent à nous. Quand la vésicule est en place, on peut réaliser une chirurgie qui permettra de traiter en même temps l'étiologie et le symptôme, c'est-à-dire enlever la vésicule biliaire et enlever le calcul biliaire principal. Cette option peut être envisageable quand on ne dispose pas de CPRE. Mais si vous avez à portée de main la possibilité de faire une CPRE, eh bien commencez par une sphinctérotomie endoscopique au cours d'une CPRE pour libérer la voie biliaire principale et extraire les calculs, et par la suite, ou dans le même temps opératoire, on pourra réaliser une cholécystectomie par célioscopie ou par laparotomie. Quand on est devant des angiocolites grade 3, c'est-à-dire c'est une angiocolite sévère avec défaillance d'organes, généralement les patients ne sont pas opérables à ce stade-là, et il est préférable de commencer par une sphinctérotomie endoscopique pour enlever l'obstacle, permettre un écoulement biliaire, et la chirurgie sera réalisée à distance, ou si échec de la sphinctérotomie endoscopique après une bonne préparation du patient. Pour les formes compliquées, eh bien c'est au cas par cas. Quand on est devant un abcès hépatique unique, un drainage percutané peut être réalisé. Quand on est devant des abcès hépatiques multiples, non communicants, il est préférable de drainer ces abcès hépatiques par chirurgie. Quand on est devant une péritonite biliaire, la chirurgie est indiscutable. Et quand on est devant des lithiases intrahépatiques, on peut le traiter soit par méthode chirurgicale, soit par méthode mini-invasive, notamment percutanée, en réalisant ce qu'on appelle la lithotricie percutanée, qui va permettre de détruire ces calculs, comme dans la lithotricie des calculs rénaux, et permettre de les évacuer par la suite dans la circulation biliaire. Ce qui est à retenir, c'est que les indications dépendent des fondements étiologiques. Et il faut savoir que l'indication dépendra du stade de l'angiocolite, du terrain et de la pathologie sous-jacente. Donc, en conclusion, l'angiocolite est une urgence qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Sa prise en charge est multidisciplinaire et retenez et gardez en tête que l'origine lithiasique est la plus fréquente. Sachez aussi que sa prise en charge a bénéficié des progrès indiscutables en matière d'endoscopie, notamment la CPRE. Je vous remercie.